Le groupe Aron présente son nouveau salon de couture, les vêtements d'Aron. Désormais, pour la confection de vos tenues de travail et toutes sortes de cérémonies, ne cherchez plus. Le salon de couture, les vêtements d'Aron est dans la place et s'en charge. Les vêtements d'Aron est situé à Yopougon rue Princesse, face Industrie Bar. Infoline, plus 225 23 00 17 04. Plus 225 48 98 40 85. Email groupearon4@gmail.com. Aron, nous faisons nos vêtements facilités. Bonsoir, chers auditeurs d'Ivoire TV. La semaine dernière, je le recevais au téléphone. Il a fait péter notre site. Aujourd'hui, on doit être à près de 15 000 personnes qui ont vu la dernière vidéo. Et sur votre demande, je reçois le docteur Alfred Babo dans nos studios, bien sûr, pour continuer ce que nous avons amorcé la semaine dernière, faire les analyses de la politique, de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est sur la demande des auditeurs d'Ivoire TV qu'on vous reçoit. La dernière fois, c'était au téléphone. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 personnes qui ont vu la vidéo sur YouTube. Et nous ont demandé de vous faire venir parce que nous ont trouvé très objectif, très intègre, très impartial. Alors, vous êtes avec nous ce soir. Alors, nous allons ensemble parler de la politique de Côte d'Ivoire. Je vais m'entendre avec le président Henri Konan Bédié et tous les deux nous prenons la décision de passer le flambeau à la nouvelle génération. Est-ce que vous pensez que c'est un langage purement politique? Et quand on parle de nouvelle génération, quelle définition donnez-vous aujourd'hui à cette nouvelle génération? Est-ce que c'est une nouvelle génération par rapport à l'âge ou bien c'est une nouvelle génération par rapport à la conception politique? Je voudrais commencer par vous dire merci. Merci aux auditeurs, merci aux téléspectateurs de votre chaîne et féliciter tous ceux qui continuent de vous soutenir, vous féliciter vous-même aussi. Pour revenir à votre question, je crois que nous faisons face là à un grand message du président. Et il faudra peut-être attendre de le prendre au mot pour voir exactement ce qu'il entend par transférer le pouvoir aux jeunes générations. De toutes les façons, je pense qu'il y a quand même un double message. Parce que moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est qu'au moment où le président dit qu'il transfère, enfin qu'il verra avec son frère Henri Konan Bédié pour transférer le pouvoir aux jeunes générations, il a tout de même accepté lui-même de présider le nouveau parti, donc le RHDP. Là où peut-être le plus grand message qui aurait soutenu, je vais dire le plus grand signal qui aurait soutenu son message qu'il véhicule, aurait été par exemple pour lui de plutôt soutenir quelqu'un de cette nouvelle génération à la tête de ce parti, de ce nouveau parti RHDP unifié. Et je pense que ça aurait été le plus grand signal, qui aurait parlé pour lui-même et qui aurait traduit justement leur volonté, sinon du moins la volonté du président Alassane, de vraiment transférer le pouvoir, sinon la politique telle qu'ils la font aux nouvelles générations. Maintenant, de quelle génération parlons-nous? Je pense qu'il faudra aussi faire attention au concept. On a pas mal de concepts avec l'arrivée du président. On a le concept de l'émergence qui est resté très, très politique plutôt que d'être soutenu par un contenu économique et social. On a donc ce nouveau concept de nouvelle génération, mais avant ça, on a quand même entendu le concept de l'ivoirien nouveau. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra qu'on puisse peut-être écouter le président lui-même pour savoir ce qu'ils entendent par nouvelle génération. Et dans ces générations qu'on dit nouvelles, est-ce qu'on parle de l'âge ou bien on parle de gens qui entendent apporter une nouvelle approche de la politique, une politique avec, je dirais, moins de corruption, parce qu'il serait idéaliste de parler d'absence de corruption dans tous les pays du monde, il y a la corruption. Donc peut-être une génération qui serait plus travailleuse, qui serait moins
porter sur la corruption, encore une fois, sur les compromis et qui peuvent créer encore d'autres problèmes en Côte d'Ivoire, et qui ont une nouvelle vision, une nouvelle approche de ce que c'est que la politique. Donc, se préoccuper réellement des problèmes des Ivoiriens. Et si on peut avoir ce genre de nouvelle génération, de nouveaux leaders, tant du côté du PDCI que du RDR ou des autres partis politiques qui dirigent, qui constituent le RHDP, je pense que ce serait quelque chose de positif. Alors, docteur, le 16 juin dernier, il y a eu l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié, le RHDP. Alors, pendant que le président parle de transférer le pouvoir à la nouvelle génération, ses partisans prônent le troisième mandat du président sur la troisième constitution. Parce que, la troisième république, pardon, sur la troisième république. Parce que selon eux, c'est une nouvelle république. Donc, selon la constitution, le président de la république a le droit de briguer un autre mandat. Alors, aujourd'hui, pratiquement, nous ne savons pas sur quel pied danser et quelle est la position actuelle du président. Et dans tout ça, la dernière fois, nous l'avons dit, la place de la population. Quelle est la place de la population aujourd'hui dans cet imbroglio? Je vous avais posé la question la semaine dernière, je vous la repose aujourd'hui. Quelle est la place de la population aujourd'hui, ou est-ce la politique dans l'intention, bien sûr, de s'afficher, de confisquer tout ce qui est pouvoir, voudrait aujourd'hui, encore une fois de plus, aller outrepasser la population pour être au devant de la Côte d'Ivoire? Alors, je pense qu'on peut faire une analyse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de constater que nous restons encore dans des sociétés. Moi, j'ai été quelque peu impressionné de voir que le président, même dans une Côte d'Ivoire, dans une politique dite moderne, continuait de dire qu'il appartient à lui-même et au président Henri Konan Bédié de faire ce transfert de pouvoir aux jeunes générations. Là où je pense qu'il aurait fallu, par exemple, laisser le choix aux militants de leurs partis politiques respectifs de pouvoir porter comme leader quelqu'un en qui ces militants peuvent se reconnaître et qui peuvent constituer le leadership qu'ils attendent et qu'ils recherchent depuis un certain nombre d'années. Alors, donc, on reste encore dans des sociétés gérontocratiques où on continue de croire que c'est le pouvoir des aînés. Et cela est vrai tant pour les populations que pour les aînés eux-mêmes, qui continuent de penser qu'ils devront définir qui sera le nouveau chef. Okay? Donc, les cadets sociaux, les jeunes, devront toujours s'aligner sur le choix des aînés qui sont supposés savoir ce qui est bon pour les jeunes générations. Et c'est cette dynamique, c'est cette tradition-là qu'il faut peut-être progressivement, je ne dirais pas renverser, mais qu'il faut pouvoir certainement réfléchir différemment, afin qu'on donne beaucoup plus d'espace, afin que ces jeunes générations elles-mêmes et ces populations gagnent un peu plus d'espace pour pouvoir véritablement prendre une sorte d'initiative ou bien de force pour pouvoir dire qui ils veulent comme leader sur le champ politique. Docteur, est-ce que vous pensez, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, est-ce que vous pensez que les dévanciers sont prêts aujourd'hui à céder le pouvoir à la nouvelle génération? C'est ce que je dis. Il y a donc, la profession qui est faite, c'est-à-dire le président fait cette déclaration pour dire que nous allons donner le pouvoir aux jeunes générations, mais en même temps, comme je l'ai dit, il accepte de présider à la tête du parti unifié. Alors que le signal fort ou bien l'action forte qui aurait soutenu cette volonté, la meilleure façon pour le président de démontrer cette volonté aurait été qu'il positionne là
ce jeune leader qu'il aurait voulu, hein, parce que nous sommes déjà à 1 an et demi, on a tendance à penser qu'on est à 2 ans des élections en Côte d'Ivoire, mais on est à 1 an et demi des élections en Côte d'Ivoire, et aucun des partis politiques n'a dégagé véritablement son candidat. Alors, on est dans un flou où on parle, on ébauche de nouveaux concepts, de jeunes générations, mais on ne sait toujours pas quel est le profil de cette nouvelle, de cette nouvelle génération, de ce nouveau leader qui sera membre de cette nouvelle génération. Et en même temps qu'on veut mettre en avant cette jeune génération, on continue d'accepter de présider, n'est-ce pas, à la tête des partis. Donc, ce qui fait justement à alimenter les rumeurs de la volonté du président de briguer un 3e mandat, surtout, comme vous le dites, que certaines populations, à l'approche des élections, vont se soulever pour demander la candidature d'Alassane Ouattara pour un travail qui aurait été excellent. Et on sait quelle est la manœuvre. Vous allez voir des populations qui vont se soulever, des délégations qui vont se soulever de toute la Côte d'Ivoire, qui vont venir plaider à la présidence pour dire que pour le flatter, pour dire que le président était exceptionnel et qu'il faut qu'il continue le travail qu'il a commencé et que de toutes les façons, il est le meilleur et que la Côte d'Ivoire mérite encore qu'il reste au pouvoir. Et ça ne va pas se observer seulement au niveau du RHDP, aujourd'hui unifié, mais on est presque sûr qu'on aura la même mouvance aussi bien au PDCI que certainement au FPI si, par exemple, le président Gbagbo était libéré. On aura les mêmes mouvements de population disant au président Gbagbo il faut être candidat. On aura les mêmes délégations du PDCI qui certainement viendront à Daoukro pour plaider auprès de Bédié pour dire bon, il faudrait que tu sois notre leader, il faudra que tu sois notre président, notre candidat. Alors, ça va partir de ces approches-là où on finit par dire que ce sont les populations qui nous demandent d'être candidats et donc nous voulons servir, nous voulons continuer de servir notre pays. Donc voilà où on peut douter de la volonté de ces aînés de véritablement céder le pouvoir aux jeunes générations. Alors docteur, sur les traces de Oufoué a organisé sa première sortie officielle à Divo, qui n'a pas drainé du monde. Est-ce que vous pensez que c'est déjà voué à l'échec ou bien est-ce que c'est peut-être les premiers pas de ce mouvement au sein du PDCI et que chemin faisant, c'est un mouvement qui va grandir et qui va drainer du monde, ce mouvement qu'a créé bien sûr le ministre Adjoumani, entouré de ses aînés comme je dirais Kablandinka, Aoussou Jano, Charles Kofi Dibi, puis pas mal d'autres ministres. Est-ce que vous pensez déjà, comment voyez-vous l'avenir sur les traces de Oufoué? Alors, je pense que ce mouvement est à la croisée des chemins déjà dès sa naissance, parce que on vient de le constater, ces leaders sont déjà sortis du secrétariat exécutif du PDCI, et je crois que l'engagement qu'ils ont pris d'aller à l'Assemblée générale constitutive du RHDP est un engagement fort. Et selon la loi en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas appartenir à 2 partis. Voilà, donc en étant présent à cette assemblée constitutive, ce sont, comme Bédié l'a dit dans son communiqué, c'est une bonne façon pour eux de s'exclure eux-mêmes du PDCI. Donc si vous êtes membre du RHDP, vous ne pouvez plus être membre du PDCI. Donc on n'a même pas besoin d'attendre qu'ils soient exclus ou bien qu'un congrès se réunisse pour les exclure ou pas. Donc c'est un choix qui est fait. Alors en partant, quels sont les militants qu'ils drainent avec eux? Est-ce que ce sont les militants du PDCI, que le PDCI de Bédié continue de pouvoir, auquel le PDCI de Bédié continue d'envoyer des messages pour leur dire attention, ne suivez pas ces personnes, qui sont en train de vous envoyer dans un parti dont ils n'ont pas tous les contours eux-mêmes. Et donc, quand ils vont parler à leur base, ils auront en face d'eux des militants du PDCI. Mais des militants du PDCI qui seront partagés entre
leur conviction d'appartenir au PDCI et leur lien étroit avec ce leader de la région ou de ce leader de la ville. Alors, donc voilà pourquoi déjà on voit peut-être une faible mobilisation parce que les militants du PDCI vers qui ils se tournent sont eux-mêmes indécis, ils ne savent pas, ils sont dans le doute, ils sont aujourd'hui perturbés comme on dit. Donc cette bataille qui se mène au haut niveau affecte les militants à la base qui parfois ne savent pas trop vers quelle est la position actuelle à tenir. Donc certainement dans le doute, beaucoup préfèrent certainement rester tranquilles chez eux et puis attendre de nouvelles, que les choses s'éclaircissent parce qu'ils sont aujourd'hui au RHDP. Mais quelle est leur position dans la hiérarchie du RHDP? Aujourd'hui, le RHDP est un parti politique. Quelle est la position, quel est le rang de Adjumani au sein du RHDP? Est-il membre du bureau politique du RHDP? Est-il un haut cadre? Quelle est sa position? Je pense que c'est en fonction de ce leadership que ceux des militants de sa base qui veulent le suivre prendront leurs décisions. Mais pour l'instant, lui-même au RHDP et avec lui tous les autres, leur position n'est pas claire. Ah, docteur, tout à l'heure, vous disiez ils sont sortis du bureau exécutif du PDCI. Moi, je dis tout au contraire avec tout ce que nous lisons. Ils ont été virés du bureau exécutif du PDCI. Est-ce que, par le président Henri Konan Bédié, oui. Est-ce que c'est une erreur du président Henri Konan Bédié pour affaiblir le PDCI afin de pouvoir reprendre les rênes du PDCI? Est-ce que c'est aussi renforcer le RHDP? Parce qu'en les virant, on les amène, on les conduit de force vers le RHDP. Non, je pense qu'on ne les conduit pas de force vers le RHDP parce qu'en créant le mouvement dès le début du mois de juillet, ils avaient déjà fait une option. Ça, c'est clair. Et même quand le président Bédié a continué d'envoyer des messages forts pour leur dire attention au virage que vous êtes en train de prendre, ils ont insisté et ils sont partis. Donc, je voudrais peut-être clarifier aussi les choses pour dire que, vous savez, à la sortie du dernier congrès du PDCI, le PDCI n'a pas créé un secrétariat général comme un organe du parti, mais a créé un secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif est un appareil administratif du président. C'est son cabinet. Donc vous ne pouvez pas être membre d'un autre parti politique et puis être dans le cabinet qui exécute les ordres du président du parti, d'un autre parti. Donc vous ne pouvez pas être militant du RHDP et puis être dans le cabinet qui exécute les ordres du président du PDCI. Alors, donc, comme je l'ai dit, il est clair, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être les médias disent qu'ils ont été virés, pour utiliser des mots forts, mais en réalité, ils se sont exclus d'eux-mêmes. Et je pense que le président Bédié a été suffisamment constant et cohérent sur cette base, parce que je vous donne l'exemple d'un PDG. Un PDG a son secrétariat, a son assistante de direction, alors il ne peut pas collaborer, travailler avec une assistante de direction qui ne fait pas ce qu'il lui demande. Donc c'est la même chose. Bédié a son secrétariat exécutif et ils sont membres d'office de ce secrétariat exécutif. Quand il leur donne des ordres, quand il leur dit voici la démarche à suivre, vous avez des membres de ce secrétariat exécutif qui disent non, nous avons autre chose. Donc du coup, ils ne peuvent plus être membres de ce secrétariat exécutif. Et je pense que là, la décision du président Bédié en tant que chef du parti est suffisamment cohérente. Et là, ils se sont exclus d'eux-mêmes et la décision qui a suivi, c'est une décision tout à fait, je dirais, logique. Ils ne peuvent pas être membres d'un parti politique et puis être dans le secrétariat exécutif du président d'un autre parti politique, donc du PDCI. C'est pourquoi que je clarifie en disant que le secrétariat exécutif du PDCI n'est pas un secrétariat général qui était, comme par le passé, un organe du PDCI. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un secrétariat exécutif. Et ça, il faut que les Ivoiriens et ceux qui suivent aussi le PDCI, les militants du PDCI, il faut qu'ils se forment aussi à ces éléments. Alors, docteur, depuis ses vacances au Canada, le président Soro Guillaume fait beaucoup de déclarations. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, le président Soro Guillaume a déclaré que ses bagages ne sont plus beaucoup à Abidjan.
Alors, vous, en tant que sociologue, chercheur, faites-nous une analyse succincte des propos du président Soro. Est-ce qu'il craint aujourd'hui pour sa vie? Est-ce que le président Soro se voit, je dirais, façonné dans cet environnement politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quel est le rôle véritable du président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori, Guillaume? Bon, je ne peux pas entrer dans, je veux dire, dans la tête du président Soro pour savoir exactement ce qu'il a voulu dire en parlant de ses bagages, qui seraient très peu à Abidjan maintenant. Mais je pense qu'il faudra, je pense que le président Soro certainement envoie des messages à ses aînés ou à tous ceux qui le suivent. Mais pour en venir à sa position, moi j'ai fait un certain nombre de travaux qui m'ont permis de constater que depuis 2004, jusqu'au moment où on signait les accords politiques de Ouagadougou, je crois que Soro Guillaume avait décidé de jouer le rôle du Léviathan, donc du troisième homme ou de la troisième voie au moment où il y avait les deux grands blocs qui s'opposaient. Et aujourd'hui, il est membre d'un parti politique qui essaie de rassembler large, donc le RDR, parce que lui-même étant en crise avec beaucoup de ses militants. Et donc, il se rend compte que ce qui avait fait la force du RHDP en tant que coalition de partis, c'était et le PDCI et le RDR. Alors, si ces deux grands poids lourds sont en conflit, je pense que le RHDP, dans sa lecture, le RHDP est vraiment en crise. Et pour ce que j'ai compris, il essaie de vouloir jouer, encore une fois, ce rôle de troisième homme qui va essayer de concilier les deux tendances. Et je pense que, pour ce que j'ai compris, jusque-là, il essaie de prôner le dialogue et que le président Ouattara ne force pas pour partir au RHDP sans le président Bédié. Quoi qu'on dise, Bédié était quand même celui qui a avancé cette idée. Il était quand même l'initiateur de cette idée. Alors ça peut paraître quelque peu paradoxal que quelqu'un qui a créé son idée, qui a certainement forgé cette idée et qui y a pensé, aujourd'hui se retrouve complètement à côté de la plaque de quelque chose qu'il a créé. Alors vous créez une start-up, vous avez une idée, vous la mûrissez, et puis du jour au lendemain, vous l'exposez à un grand patron ou bien à un investisseur, et puis un matin, vous vous retrouvez sur le marché, ce grand patron à qui vous exposiez cette idée l'a récupérée et l'a faite à sa façon. Vous comprenez? Donc moi je pense que, bon, je fais cette analogie au plan économique et du marché pour que les gens comprennent comment on peut le ressentir au niveau du PDCI. Comment ça peut être ressenti au niveau du président Bédié. Donc je pense que Soro Guillaume essaie de jouer ce rôle de conciliateur parce que, quoi qu'on dise, s'ils veulent conserver le pouvoir, s'ils veulent continuer de gagner les batailles à venir, je pense qu'ils ont certainement intérêt à rester ensemble. Donc, dans le discours du président Ouattara, quand il dit mon frère, le président Bédié et moi allons faire ceci, allons faire cela, peut-être qu'il continue de donner le signe que même le RHDP constitué, il va maintenir le dialogue avec le président Bédié. Bon, on verra. Alors, docteur, l'audience du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé est prévue pour le 1er octobre. Nous osons et nous espérons tous qu'ils vont être libérés. Alors, pourquoi la libération de ces deux personnalités effraie-t-elle les autorités actuelles en Côte d'Ivoire? Mais je dirais simplement qu'il faut retourner aux résultats des élections de 2010. Ils ont les pouvoirs, ils ont tous les pouvoirs aujourd'hui. Oui, mais... Que pourrait véritablement faire le président Laurent Gbagbo une fois libéré? Mais je vous dis, il faut juste retourner aux résultats des élections 2010. Et vous comprendrez que ce soit les résultats contestés ou les résultats non contestés, que ce soit les résultats CEI ou les résultats Conseil constitutionnel ou ONU, bon, vous verrez quand même que le président Gbagbo, il pèse lourd sur l'échiquier politique ivoirien. Alors, on ne peut pas ne pas être politicien en Côte d'Ivoire et puis feindre d'ignorer que la libération du président Gbagbo va forcément redynamiser les cartes politiques en Côte d'Ivoire.
Donc, je pense qu'ils sont suffisamment conscients. Et quelqu'un disait aussi qu'en mettant Gbagbo entre griffes au frais à la CPI, c'était une façon pour Alassane Ouattara et le RHDP d'avoir ces 2 mandats tranquilles. Et peut-être que c'est la confirmation de cela. Parce qu'un Gbagbo libre, c'est certainement un politicien assez costaud et fin qui serait un adversaire. Aujourd'hui, Gbagbo étant complètement muselé, il a réussi à diviser son parti politique. Donc, il a une opposition qui est complètement à terre. Donc, il est pratiquement en roue libre. Alors que la sortie du président Gbagbo peut permettre, comme je le disais la dernière fois, peut permettre certainement de reconstituer le FPI. Et si le président Ouattara continue ses dissensions avec le PDCI, il peut avoir en face de lui ou le candidat du RHDP, qui est en réalité un RDR, hein, assaisonné de quelques petits partis politiques. Bon, donc si il devait se retrouver face à un Gbagbo libéré, un FPI reconstitué et un PDCI qui est dans l'opposition avec le RHDP au pouvoir aujourd'hui, c'est sûr qu'ils feront face à une nouvelle coalition très forte. Donc je pense que ça peut être des motifs valables pour les tenants du pouvoir actuel, d'avoir, je ne dirais pas d'avoir peur, mais certainement de prendre conscience que bon, la bataille ne sera pas aussi facile que celle de 2015. Alors, docteur, je voudrais dire qui l'eût cru? Oui, qui l'eût cru? Du haut de certaines pluies que nous avons, c'est-à-dire du haut de toutes les années que nous avons passées sur Terre, qui a pensé un jour que les Ivoiriens passeraient des nuits à la belle étoile dans des cimetières? Oui, c'est vrai que cela peut paraître curieux. Sinon, beaucoup de gens disent c'est du jamais vu. C'est vrai que ce soit sous Houphouët-Boigny ou bien même pendant la guerre, lorsque c'était très, comme on dit, c'était très chaud. On n'a pas vraiment connu, même pendant la période difficile de 2002 à 2010, on n'a jamais connu ce genre de situation où des Ivoiriens sont dormis à la belle étoile ou bien dû aux actions du gouvernement ou dormis dans des cimetières. Mais là aussi, je voudrais faire peut-être un petit éclairage assez rapide pour montrer la dimension du manque de culture démocratique ou bien politique de nos populations, qui malheureusement, parce qu'elles ne sont pas cultivées politiquement, parce qu'elles manquent de formation de la part des partis politiques, parce que c'est le rôle des partis politiques de former non seulement les militants, mais la population et peut-être en plus des partis politiques, les organisations de la société civile, de former les populations à ce que c'est que la politique. Alors, je me rappelle que beaucoup de militants du RDR étaient très, très enthousiastes et ils montraient le champion comme l'économiste hors pair qui viendrait régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors, en le faisant, ils ont montré leur capacité, une certaine ignorance, parce qu'ils ont soutenu quelqu'un qui est d'un courant idéologique, qui est le libéralisme. Alors, combien de gens savent ce que c'est que être libéral? Combien de gens savent ce que c'est que le libéralisme économique? Alors, le libéralisme économique, c'est simple. Il n'y a pas de social pur et dur dans le libéralisme. Dans le libéralisme, c'est l'offre et la demande qui se rencontrent. Okay? Donc nous sommes dans du capitalisme pur et dur. Alors lorsque vous avez un terrain qui a besoin d'être viabilisé, qui a besoin d'avoir une certaine valeur économique, donc que des gens s'y débrouillent en plantant du maïs ou bien en plantant des tentes, donc qu'il y ait des hommes ou des plantes, lorsque ce terrain prend de la valeur, alors on le vend au plus offrant. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous avez toutes ces populations qui étaient dans les gares, qui étaient dans les casses, qui étaient dans des habitations précaires, qui ont soutenu Alassane Ouattara, qui ont chanté, et qui ne savent pas ce que c'est que le libéralisme dont il est le porteur. Alors il vient avec son capitalisme, et aujourd'hui, il vend, il offre le marché, un terrain là où peut-être des femmes vendaient leur arachide ou bien leur maïs,
il le donne à l'investisseur qui vient montrer qu'il a de plus gros investissements à faire. Et qui paye les pots cassés? Ce sont les populations. Donc nous avons ici nous faisons face encore, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique, à une population qui a besoin d'être politiquement formée, notamment aux idéologies dont ces leaders politiques sont porteurs. Il avait annoncé une pluie des milliards. Alors beaucoup s'attendaient à cette pluie des milliards et à penser même qu'ils allaient certainement avoir quelques gouttes de ces pluies de milliards. Bon, plutôt que d'avoir des pluies de milliards, l'argent travaille, docteur. Voilà, plutôt que d'avoir ces gouttes de pluie, et c'est plutôt des tracteurs, c'est plutôt des caterpillars qui viennent détruire leur maison et ils n'ont pas de solution alternative. C'est-à-dire, on ne leur offre pas l'aspect social. Pourquoi? Parce que c'est du libéralisme pur et dur. Vous ne constituez pas une valeur, on vous dégage et on place ce qui peut constituer une valeur. Pourquoi? Parce que on dit, cette entreprise qui va s'installer, elle va créer de l'emploi. Voilà ce qui soutient l'idée. Et c'est un investissement en termes de rentabilité, en termes de fonds extérieurs qui viennent dans le pays. Donc, c'est ça qui est mis en avant. Donc, ces pauvres, on peut les dégager. Ils vont certainement se plaindre, mais ils trouveront une solution, une situation. Ils retourneront dans leur village ou bien ils auront augmenté le nombre des habitants, de leurs cousins, de leurs oncles. Mais cette parcelle de terre, elle a pris de la valeur. Elle est aux deux plateaux. C'est des gens qui n'ont aucune valeur qui sont là-dessus. On les dégage et on installe, on fait l'investissement qu'il faut. Donc c'est à ça que nous faisons face. Donc il faut cultiver, que ce soit nos partis politiques, que ce soit notre société civile, il faut instruire et cultiver nos populations à ce que c'est que la politique. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas mieux que tout ça, docteur? Certainement que la Côte d'Ivoire mérite mieux que tout ça, mais n'oublions pas que c'est quand même les populations qui votent en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Donc, les populations ivoiriennes ou les populations africaines de façon générale, elles ont les leaders qu'elles méritent. Voilà, je l'ai dit en commençant en disant que nous avions eu cet enthousiasme des militants du RDR pour dire que face à l'historien, ils allaient avoir enfin un Wari Fache. C'était ça le terme. Quelqu'un qui viendrait avec son carnet d'adresse, quelqu'un qui viendrait avec beaucoup d'argent, quelqu'un qui a dirigé, qui a des relations dans le monde économique. Et c'était ce grand économiste qui viendrait face à Gbagbo qui n'est qu'un historien. Mais ils n'ont pas vu derrière que le carnet d'adresse, c'est justement le carnet d'adresse des investisseurs. Et que ces investisseurs, quand ils allaient venir, on allait les dégager pour que ces personnes puissent faire ces investissements. Comment vous voulez que Alassane Ouattara fasse après le bilan de son action politique en termes de création d'emplois s'il n'y a pas d'investisseurs, s'il n'y a pas de gens pour venir créer ces emplois? Donc, il est obligé de dégager des gens et de positionner ceux qui pensent avoir eu de l'argent et ceux qui ont de l'argent pour pouvoir faire ces choses-là. Et ce que les populations ne comprennent pas, c'est que ce ne soit pas suivi d'une prise en compte sociale. Et c'est là qu'ils se sont trompés. C'est pour ça que je dis, ils ont voté un libéral, mais ils ne savent pas que le libéralisme ne s'accompagne pas d'un socialisme. Voilà. Donc les populations, à la limite, et moi je souris parfois quand je vois sur les réseaux sociaux ces militants du RDR qui aujourd'hui déchantent, qui disent voilà, on ne t'a pas élu pour que tu bloques la vente de véhicules en Côte d'Ivoire, nous faisons du taxi avec les véhicules de plus de 10 ans que nous importions pour nos parents. Et bon, ils n'ont pas compté avec ça. Ils n'ont à aucun moment imaginé que ces choses-là allaient arriver sous le régime d'Alassane Ouattara. Docteur, vos appréhensions, la dernière question, vos appréhensions pour la Côte d'Ivoire d'ici 2020? Alors, je dirais que mes appréhensions, je ne sais pas si ce sont des appréhensions, mais je pense qu'il y a un certain nombre de mouvements au plan politique. Et ça, je dirais que c'est certainement de bon augure. Si nous sommes dans un pays normal, on devrait pouvoir avoir des alliances et des désalliances sans qu'il y ait un coup de pétard. C'est ce qu'on devrait pouvoir avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir même imaginer,
par exemple une coalition FPI-PDCI, ou bien une coalition dans laquelle des branches des différents partis divisés, peut-être qu'une branche du FPI irait avec le RHDP, qu'est-ce qu'on en sait? Mais je veux dire, ce type d'alliance ou ce type de recomposition du paysage politique peut se faire sans qu'il y ait un coup de pétard. On serait certainement tous sereins. Mais comme nous connaissons l'histoire récente de notre pays, on a de quoi certainement quelque peu s'inquiéter. Alors, chers amis d'Ivoire TV, comme vous le constatez, sur votre demande, après cette émission que nous avions eue au téléphone, après qu'il y a eu plus de 15 000 personnes en une semaine qui ont suivi l'émission du Dr Babo, vous avez demandé qu'il soit avec nous en studio. Il est là aujourd'hui et vous l'avez constaté, sans faux fuyant, le Dr Babo, Alfred Babo a répondu à toutes nos questions. Sachez tout simplement que le Dr Alfred Babo, il est chercheur, sociologue. Il a eu son doctorat en sociologie et de développement à l'université de Bouaké, où il a lui-même enseigné. Et il est auteur de plusieurs œuvres, dont Les Jeunes et la Terre, L'étranger en Côte d'Ivoire. À quand le prochain ouvrage? J'y travaille. Voilà. Chers amis du TV, merci, bonsoir, dormez bien. Merci. Merci, docteur. Merci. Merci bien. Vous l'avez découvert ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV.